On est en plateau avec Gérard Vespierre. Bonjour, vous êtes Bonjour. analyste géopolitique et fondateur du Monde décrypté. On l'a vu, Vladimir Poutine conteste la légitimité de Vladimir Zelensky depuis des mois, faute d'élections possibles. Est-ce qu'il la veut vraiment, cette rencontre, Vladimir Poutine? Il y a encore beaucoup d'obstacles sur le chemin. Non, il ne la veut pas, mais je pense qu'il sera amené, c'est dans la logique humaine de cette situation, c'est dans la logique historique, c'est dans la logique du processus se dirigeant vers la paix. Donc la Russie n'a jamais eu d'initiative dans cette direction stratégique d'aller vers la paix. À chaque étape possible, elle lanterne, comme on peut dire, elle ralentit le processus. La preuve en est la dernière étape. Effectivement, cette rencontre avec Zelensky, là, en train de discuter le lieu. Et donc, la stratégie russe, c'est de jamais avoir d'initiative et à chaque initiative de la partie adverse, d'arriver en position de force. Donc, on vous propose un lieu de rencontre, venez chez moi, voyez-vous. Bon. Donc, à l'évidence, on arrivera à un terrain neutre. Voilà, alors c'est justement une des questions qui se posent. Déjà, la question du lieu de cette rencontre. Il y a plein d'hypothèses. Aujourd'hui, on parlait de la Suisse, on parlait de l'Autriche, et effectivement, Vladimir Poutine a proposé Moscou. Il y a peu de chances quand même que ça se passe là-bas. Pour Volodymyr Zelensky, ça risque d'être quand même compliqué. Comme vous êtes affirmative, il y a peu de chance, je rien dire. Mais donc, je vous pose la question. Alors. Je crois, voilà. Mais je pense que effectivement, c'est pas possible sur le plan psychologique, sur le plan diplomatique. Donc, il faudra trouver un autre terrain d'entente. Alors, est-ce que ça pourrait être la Suisse, par exemple? La Suisse ou l'Autriche, on parle de la Suisse et l'Autriche, c'est des pays qui sont quand même très habitués à organiser ce genre de grands rendez-vous internationaux. Tout à fait. Les deux ne sont pas membres de l'OTAN, donc ça facilite les choses. On avait cité Istanbul, mais peu de personnes et d'observateurs et de commentateurs ont remarqué que la Turquie fait partie de la coalition des volontaires. Donc c'est un peu difficile que Vladimir Poutine se dérange et se déplace dans un pays qui sera un garant sécuritaire de l'Ukraine. Donc la Turquie a accepté et accueilli des négociations entre diplomates russes et ukrainiens, mais au niveau du chef de l'État russe, ça semble un petit peu difficile. Ça reste un peu compliqué. Sur la Suisse et l'Autriche et d'autres pays éventuellement, il y a la question du mandat d'arrêt international qui court toujours contre Vladimir Poutine. Est-ce que ça peut poser un problème dans le choix justement du lieu ? Oui, tout à fait. Bien que alors, on a vu la situation avec Anchorage, donc il y a toujours, je dirais, des parenthèses qui peuvent être établies, n'est-ce pas ? Mais il serait mieux, effectivement, d'avoir un terrain de rencontre qui ne pose pas cette question d'accès et de direction vers le tribunal international. Alors, sur le fond, après des discussions, quel sujet aborder ? Il y a beaucoup de sujets. On parle des garanties de sécurité, des concessions territoriales, des sujets qui risquent de fâcher, qui peuvent être à chaque fois un point d'achoppement sur quels peuvent être justement les terrains d'entente entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Il n'y a pas de terrain d'entente. Il n'y aura que des étapes d'entente. À l'évidence, les deux parties sont sur des positions totalement différentes. Donc, il faudra des discussions intenses. Et le point central, à mon humble avis, ce sont d'abord les questions territoriales. S'il n'y a pas d'accord sur le territorial, il ne pourra pas y avoir des garanties de sécurité pour la paix. Parce que c'est vraiment le territoire est le cœur du débat. Donc, il faudra beaucoup d'astuces diplomatiques parce que le territoire recoupe deux positions, n'est-ce pas ? Il y a une position de reconnaître en réalité et la réalité de la présence russe, c'est une chose, c'est indéniable, Kiev ne peut que le reconnaître, mais la souveraineté russe sur ce territoire, c'est une autre question, voyez-vous. Donc, parce que là, on pose le problème de la reconnaissance internationale, voire mondiale, de frontières. Et ça, c'est une question juridique et non pas, donc, de fait, comme l'est la présence imposée par l'armée russe. Donc, il y a ces deux volets, le concret, la présence, et puis la reconnaissance de la souveraineté. Exemple, la Crimée. La Crimée a été effectivement occupée et annexée de son point de vue, par la Russie, de facto,
mais il n'y a que 11 pays sur les 193 de l'ONU qui reconnaissent la souveraineté russe sur la Crimée, voyez-vous, 11 sur 193. Donc, voyez-vous, ce découplage entre la réalité et puis la reconnaissance internationale. Il y a également la question du cessez-le-feu. Est-ce qu'on peut négocier alors qu'il y a encore des bombes qui pleuvent de part et d'autre ? Disons que la logique voudrait que le Kremlin arrête les bombardements à partir du moment où il y a des conversations entre les deux pays. Mais je crois que cette nuit, il y a encore eu plusieurs zones de bombardement, une tout au nord dans la région de Soumy, l'autre sur Odessa. Donc voilà, toutes les nuits, et c'est infiniment regrettable que malgré les missives envoyées par les deux premières dames des États-Unis, de l'Ukraine, en disant arrêtez, protégez les enfants, eh bien, il y a encore des enfants qui meurent toutes les nuits à cause de bombardements sur des sites civils. Alors l'Ukraine, en réponse, bombarde des sites industriels, soit de pétrole, soit des usines de fabrication d'armement, n'est-ce pas ? Donc, il n'y a pas de bombardement de sites civils. Là, on met vraiment du côté russe la pression psychologique, n'est-ce pas, sur la population en disant capituler, renoncer. Merci à vous, Gérard Vespierre, d'avoir été avec nous, d'être venu jusqu'à nous en plateau sur France Info.